Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon des pros de la souris. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la leçon numéro 5. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel de ce que nous avons vu précédemment dans les leçons précédentes. Et nous allons aborder un nouveau thème, nous allons voir le premier démarrage d'un ordinateur. Une fois qu'on l'a acheté, maintenant il faut le démarrer. Donc on a vu précédemment que l'ordinateur se composait de deux parties, une partie logicielle et une partie matérielle, donc software et hardware. On a vu que la partie matérielle, il y avait le processeur, la carte mère, la RAM, le disque dur. On a expliqué un peu le fonctionnement, à quoi sert chaque organe. Et on a vu aussi que la partie logicielle était très importante, et notamment le système d'exploitation. On a vu que le système d'exploitation, on avait dit que c'était le pilote qui dirigeait l'avion en quelque sorte, c'est-à-dire c'est le programme qui permet de communiquer avec les organes de l'ordinateur. Nous avons vu aussi les répertoires, les fichiers, nous avons vu beaucoup de choses. Donc je pense que maintenant vous avez un socle qui est assez fourni et on peut bâtir dessus, on peut aller de l'avant. Donc on a vu aussi dernièrement, la leçon numéro 4, nous avons vu comment choisir son ordinateur. Voilà, selon l'usage, selon le budget qu'on a, qu'est-ce qu'il faut choisir, comment et pourquoi. Bon, la suite logique, c'est que maintenant on sait ce que c'est qu'un ordinateur, comment il fonctionne. On l'a acheté, on sait comment le choisir, on l'a acheté. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le déballage et les branchements. Bon. Donc, les branchements dans l'ordinateur, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ordinateurs portables que d'ordinateurs de bureau. Les ordinateurs portables, ils ont l'avantage d'être petits, légers, compact, et il n'y a pas beaucoup de branchements parce que tous les éléments sont compactés dans une seule entité, donc les branchements sont à l'intérieur, on ne les voit pas à l'extérieur. Donc que ce soit les ordinateurs portables classiques ou les mini, c'est le même schéma. Par contre, ces ordinateurs, ils ont besoin d'être branchés à un courant électrique, donc une alimentation. En général, ces appareils, ils ont une autonomie, c'est-à-dire ils ont une batterie qui leur permet de fonctionner pendant quelques heures en autonomie, mais comme les voitures, il faut toujours revenir à la pompe pour se fournir en énergie. Donc là, on a l'alimentation électrique classique, c'est un transformateur qui permet de moduler le courant électrique et d'envoyer au bon voltage, au bon ampérage à l'ordinateur portable. Donc si vous partez quelque part, il faut toujours penser à prendre votre alimentation électrique avec vous, parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez être en panne de batterie et ça peut vous aider. Alors l'ordinateur portable, l'écran il est dedans, le clavier il est dedans, la souris ou le trackpad il est dedans, tout est intégré dedans. Il reste par contre à le brancher par exemple sur Internet. Et là, en général, les nouveaux portables sont tous équipés d'une puce qui leur permet de se connecter en sans fil, c'est-à-dire en Wi-Fi. En Wi-Fi, ça permet d'aller sur Internet, de se connecter à Internet via des ondes radio entre cet ordinateur et puis un modem que vous avez à la maison ou une box que vous avez à la maison ou même au travail ou à l'extérieur. Par contre, ce n'est pas la seule manière de se connecter. On peut connecter notre ordinateur à Internet via, comme on a dit, un modem ou une box avec une prise qui s'appelle une prise Ethernet. Vous la voyez bien ici. Donc, elle a la forme d'une prise téléphonique. Par contre, elle est un peu plus large. C'est une prise, en termes techniques, c'est une RJ45. Et là, vous voyez sur l'ordinateur la prise où on enfonce cette fiche. Donc vous voyez bien qu'il y a un sens. Au-dessus, il y a une encoche pour ne pas se tromper. Donc là, normalement, il n'y a pas de souci. D'autres modems, on peut même les connecter, ou d'autres box, on peut même les connecter avec
un câble USB. Bon, le câble USB, vous le voyez bien ici sur l'image. Donc c'est un port, un petit port qui nous permet de connecter pas mal de périphériques. Il est très polyvalent, un peu limité en vitesse, mais très polyvalent. Donc on peut même recharger certains périphériques avec le port USB. Et là on voit bien la fiche. Donc il y a un sens. Vous voyez le petit schéma là de USB. Voilà. Et en général, il faut brancher dans le bon sens cette fiche. Donc le portable aussi, on peut lui brancher une imprimante par exemple en USB. On peut brancher une manette de jeu en USB. On peut brancher pas mal de choses. Voilà. Mais ça reste quand même très pratique et très compact. Vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup de fils pour démarrer notre portable. Alors les choses changent pour les ordinateurs de bureau. Les ordinateurs de bureau, vous savez, il y a une unité centrale et il y a les autres périphériques, l'écran, la souris, le clavier, etc. Donc chaque élément doit être connecté à l'unité centrale par un fil. Il y a d'autres qui peuvent se connecter sans fil, mais bon, nous allons voir quels sont ces éléments à connecter. Premièrement, il faut un écran. Donc ça, c'est sans écran, on ne peut même pas utiliser l'ordinateur, donc c'est obligatoire. On a besoin d'une souris, on a besoin d'un clavier, on a besoin d'une prise de courant, donc il faut brancher ça sur l'énergie. Et là, on ne peut pas prendre notre ordinateur avec une batterie et aller se balader. Ce n'est pas le même cas que pour les portables. Là, on est obligé d'être à côté d'une source électrique permanente et brancher notre matériel dessus. On a aussi, pour écouter du son, on a besoin d'enceintes ou de haut-parleurs pour entendre le son, la voix, la musique, etc. Et puis, nous avons besoin aussi, des fois, pour imprimer, nous avons besoin d'une imprimante. En général, quand on utilise un ordinateur de bureau, c'est pour faire des travaux, un peu de bureautique. Et il faut aussi le connecter à Internet. Ça, c'est aujourd'hui inévitable. Si on veut utiliser un ordinateur bien comme il faut, on est obligé d'avoir Internet. Bon, pas pour tous les programmes, mais c'est vraiment une fenêtre qui nous offre beaucoup de possibilités par la suite. Alors, vous voyez, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Grosso modo, il peut y en avoir plus à brancher. Et ça peut être une jungle pour vous, même si vous avez déjà un ordinateur et vous décidez de faire la poussière derrière ou de changer ou vous déménagez, vous serez obligé de tout débrancher et tout rebrancher. Et là, c'est une jungle de fils. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire là, on va essayer de débroussailler un petit peu cette jungle et puis essayer de voir comment se retrouver dans tous ces branchements. Bon, la première chose, on va brancher le clavier et la souris. Le clavier et la souris, c'est deux organes indispensables, deux périphériques d'entrée, pour ceux qui se rappellent des leçons précédentes, deux périphériques d'entrée, on ne peut pas s'en passer. Donc, on voit là, sur l'écran, la fiche ou les fiches qui permettent de connecter ces périphériques à notre unité centrale. Donc, vous voyez ici, les deux prises, ces deux prises, c'est à l'arrière de l'ordinateur ou sur le côté, ça dépend du modèle que vous avez. Et on voit bien qu'il y a un code couleur pour chaque périphérique. C'est-à-dire la souris, elle est verte, vous voyez là, et le clavier, il est bleu. Et on a le petit insigne ici, le petit symbole qui symbolise que c'est la souris, et le petit symbole qui symbolise que c'est un clavier. Et ces deux ports, on peut les appeler, ou on les appelle les ports PS2. Bon, on s'en fout du nom, pour vous, ça ne change pas grand-chose. Il faut juste faire attention à brancher la fiche de la souris dans la prise de la souris et celle du clavier dans celle du clavier. Il y a un sens, vous voyez bien, il y a une encoche au-dessus et au milieu avec des broches, là, des emplacements pour des broches. Il faut bien viser. Il
ne faut pas enfoncer n'importe comment, on peut abîmer notre fiche. Voilà. On verra tout à l'heure, il y a un autre moyen aujourd'hui, ça dépend de quelle souris ou de quel clavier vous disposez, il y a d'autres moyens pour connecter la souris, le clavier. L'écran. L'écran, c'est une connexion VGA normale avec un câble. Vous voyez bien à l'arrière, au dos de notre unité centrale, la fiche qui nous permet de relier le cordon qui va de l'écran jusqu'à l'ordinateur. Donc il y a un sens, il y a une partie plus large qu'une autre, c'est un trapèze, il y a une partie plus large que l'autre pour ne pas se tromper dans le sens. Et faites très attention, n'abîmez pas les broches à l'intérieur, sinon vous ne pouvez pas regarder l'image de votre ordinateur sur l'écran. Donc le cordon qui relie, il a à peu près cette forme. Vous avez une prise mâle et une prise femelle. Donc ça va dans l'ordinateur et ça dans l'écran. Il y a d'autres types d'écrans et d'autres types de connectiques, on va dire, de fiches qui nous permettent de connecter l'écran à l'ordinateur. Mais bon, aujourd'hui, celle qui est la plus répandue, c'est celle-ci. On passe au courant électrique. Donc, indispensable, le courant électrique. Voilà, c'est très simple, le courant électrique. Vous avez la prise que vous connaissez tous ici, celle qui est dans votre réfrigérateur ou dans votre télé, c'est exactement la même. Et de ce côté, vous avez cette prise avec cette forme et les 3 broches. Donc il y a un sens, on rentre, on ne peut pas se tromper. Voilà. Donc là, on a effectué les branchements les plus importants. Là, on peut démarrer notre ordinateur. Voilà. Il reste d'autres branchements à faire pour compléter notre démarrage d'ordinateur. Donc, nous allons voir aussi comment brancher notre box ou notre modem. Donc, on a dit c'est exactement la même chose comme les portables. Soit notre ordinateur est équipé d'une puce Wi-Fi et il peut se connecter en Wi-Fi et là on n'a pas besoin de brancher. Et notre modem aussi il est Wi-Fi, on n'a pas besoin de faire un branchement physique, tout passe par les ondes. Soit on le branche par la prise Ethernet et on a vu tout à l'heure que cette prise pouvait et ressemblait beaucoup à celle du téléphone, sauf qu'elle était plus large et qui permettait de connecter le modem à l'ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les périphériques en USB. Donc, on a dit qu'il y a beaucoup de périphériques qui se connectent en mode USB. Nous avons, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de souris qui se connectent en USB. Donc, si notre souris, quand on achète un ordinateur, notre souris, c'est une souris USB, on peut ne pas utiliser ce port-là, on utilise une entrée USB pour brancher notre souris, par exemple. Les imprimantes aussi, avant, elles avaient un port spécial. Aujourd'hui, on les branche de plus en plus en USB. Voilà. Les modems aussi, on peut les brancher en USB. Donc, il y a plusieurs appareils qui se connectent en mode USB. Il nous reste la dernière partie, mais bon, si on peut encore... il y a d'autres branchements, mais l'essentiel est là. C'est les branchements audio. Alors, les branchements audio... À chaque fois, j'ai vu plusieurs personnes le faire, c'était au bonheur la chance. Allez, je mets dans la première, le premier trou, ça marche pas, le deuxième, ça marche pas, le troisième, ça marche pas, je reviens au premier, etc. Donc sachez que ces trous, il y a une petite indication. Vous voyez ici, il y a des indications sur ces fiches-là et sur ces prises-là. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Nous avons cette première prise où il y a le symbole d'un micro. Donc c'est l'évidence même. Ça sert à connecter un micro. Vous m'entendez, là, je vous parle. Mon micro, il est connecté sur la prise micro. On a une autre prise qui s'appelle out,
ou sortie. Même si on ne parle pas l'anglais, on voit la flèche là qui va vers l'extérieur. C'est une sortie audio. Ça veut dire quoi une sortie audio? Ça veut dire quand vous mettez un film, ou vous mettez une musique, ou autre chose, où il y a du son, eh ben, le son va sortir de cette prise-là. Donc il faut brancher la fiche des haut-parleurs sur cette prise-là. Out, la sortie. Et on a une troisième qui s'appelle in, ou dedans, on voit que la flèche, elle fait rentrer, elle va vers l'intérieur. Et celle-ci, elle sert à faire de l'acquisition audio, de l'acquisition audio. C'est-à-dire, on peut copier une chanson, une voix. Ça sert à rentrer les sons, que ce soit musique, voix ou autre, à l'intérieur de l'ordinateur. Voilà. Donc, je pense que c'est assez clair. Les branchements les plus importants, on les a mis à l'écran. Et une fois qu'on a fait tous nos branchements, on peut aller à l'étape suivante. Donc, le premier démarrage. Alors, le premier démarrage, que ce soit pour l'ordinateur portable ou pour l'ordinateur de bureau, c'est à peu près la même chose. Il faut avoir certaines, certains objets ou matériels avant de démarrer, pour veiller au bon fonctionnement de notre ordinateur. La première des choses à avoir, c'est une multiprise. Multiprise, elle est nécessaire si je veux par exemple brancher mon ordinateur portable, mais elle est indispensable en cas d'ordinateur de bureau. Parce qu'en général, vous n'avez pas 3-4 prises l'une à côté de l'autre. Vous avez une seule prise et il faut brancher l'ordinateur. L'écran aussi, s'il est séparé, il a besoin d'une alimentation séparée. Les baffes, s'ils sont séparés, ils ont besoin aussi d'une alimentation. Le modem ou la box, si elle est aussi séparée, eh ben, on a besoin aussi d'une prise. Donc, imaginez tous ces prises-là. Juste pour votre sécurité, ne chargez pas trop les multiprises. Parce que ça surchauffe et des fois, ça peut causer des incendies. Pourquoi la multiprise? La multiprise, elle permet aussi, elle a un avantage, d'éteindre tous les appareils d'un coup. Vous avez, il y a un interrupteur. Le soir, au lieu de laisser tout en veille tous les lampiotes qui sautent, je peux éteindre. Par contre, si vous avez une box ou un modem, je vous conseille de le brancher ailleurs. Parce qu'en général, ça reste toujours allumé aujourd'hui, surtout avec les box. Hein. Si vous avez le téléphone, la télé avec, il ne faut pas couper tout d'un coup. Donc là, pour tout le reste, l'ordinateur, une fois qu'on l'a éteint, l'imprimante, une fois qu'on l'a éteint, les baffes, une fois qu'on a tout éteint, on peut éteindre l'interrupteur et économiser un peu d'électricité et protéger nos appareils en cas où il y a un orage, par exemple, ou des choses comme ça. On a besoin aussi d'autre chose. On a besoin de DVD vierges. Alors, c'est quoi ça? C'est des DVD qu'on trouve dans le commerce. On peut acheter ça dans le commerce. Ça ne coûte pas très cher. Hein. Pour 10 €, on a en général 10 DVD. Ça sert à quoi? Avant, quand on achetait un ordinateur, le fabricant ou le vendeur nous fournissait un CD ou un DVD où il y avait le système dedans. C'est-à-dire en cas de problème, si ma machine elle plante, si elle tombe en panne, je remets le CD dedans et je réinstalle tous mes logiciels, mon système d'exploitation, etc. Maintenant, ils ne le font plus. Donc on est obligé de prendre des DVD vierges. Et ça, on le verra dans une prochaine leçon. Je vous montrerai pas à pas comment créer votre DVD ou vos DVD de restauration. C'est-à-dire, un jour, il y a un problème sur mon ordinateur, un virus, je ne sais pas, j'ai fait une fausse manipulation, il y a un problème, il a planté, il ne veut plus marcher, voilà. En réinsérant ces DVD, je peux réinstaller et revenir à l'état d'usine de mon ordinateur.
Voilà. Chose aussi très importante, des fois c'est plus du confort qu'autre chose, c'est les emballages. Alors les emballages, moi je vous conseille personnellement, je vous conseille de les garder pendant au moins un mois. Pourquoi ? C'est souvent le premier mois où on décèle, il y a une anomalie, il y a un problème, il ne marche pas, il y a un souci. C'est des appareils électroniques, et comme tout appareil électronique, quand vous achetez une télé, une chaîne IFI, n'importe, il peut y avoir des défauts ou des problèmes. Donc quand vous rendez l'appareil au service après-vente, si vous avez gardé votre boîtier, et tous les plastiques qui vont avec, donc ce sera plus facile de le rendre. Et l'échange sera plus facile. Vous prenez le truc, vous le remettez dans sa boîte, vous remettez tout, et vous le donnez au service après-vente, et voilà. Imaginez que vous vous débarrassiez de tout, il faudrait le réemballer, ressortir de vieux cartons ou d'autres choses, ou le mettre dans un sac, il va prendre des coups. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est au moins garder, je sais que c'est pas pratique, mais au moins garder un mois tous les emballages. Comme ça, en cas de retour au service après-vente, vous êtes prêt, il n'y a pas de souci, vous allez moins vous casser la tête. Bon. Par contre, si après vous décidez de jeter tous ces emballages, gardez bien la facture. Ça, il ne faut jamais le jeter. Gardez bien toutes les notices. Gardez bien la garantie. Et tous les fils qui sont à l'intérieur et toutes les pièces que vous n'utilisez pas, gardez-les à un endroit précis. Peut-être que vous en aurez besoin par la suite. Alors on a tout ça, on a prévu une multiprise, on a prévu des DVD vierges, nous n'avons pas jeté nos emballages, et ben on va se lancer et on va appuyer sur le bouton démarrer ou on. Donc ce bouton il est en général sur la façade, que ce soit pour les portables ou pour les PC de bureau. C'est un bouton où il y a marqué power, on ou démarrer, ou voilà. Bon. Au premier démarrage, on a la machine, elle est configurée avec les paramètres globaux. Il faut la personnaliser et rentrer quelques informations pour pouvoir démarrer réellement Windows. Alors, donc au premier démarrage, en général, on tombe sur cette fenêtre-là. Donc vous voyez ici, on a configuration de Windows. Nous avons Windows 7 édition intégrale. Donc ça, c'est juste un exemple. Vous aurez la version qui va avec votre ordinateur. Si vous avez acheté un ordinateur avec une version familiale, vous aurez Windows 7 version familiale. Voilà, par exemple. Donc là, on nous invite à rentrer un nom d'utilisateur et un nom pour l'ordinateur. Alors, le nom d'utilisateur, ça va nous créer automatiquement une session. Ça veut dire quoi une session ? Ça veut dire que quand l'ordinateur va démarrer, il y aura un utilisateur. Et cet utilisateur, ça sera vous. On peut en avoir plusieurs. On verra ça dans de prochaines leçons. Comment créer plusieurs utilisateurs pour le même ordinateur. Pour l'instant, pour créer l'utilisateur 1, on va dire, ou le maître des lieux, il faut rentrer un nom ou un prénom, Pierre, Paul, Jacques, Marjorie, etc., comme on voit dans l'exemple là. On rentre un prénom et le nom d'ordinateur, en général, on a, par exemple, si on a rentré Pierre ou Paul, on aura PC de Pierre ou PC de Paul, etc. Voilà. Donc, ça, remplissez-les. Vaut mieux mettre votre prénom. Et ensuite, dans le nom de l'ordinateur, c'est dans un réseau. Pour qu'on puisse reconnaître cet ordinateur, il aura ce nom-là. Dans votre réseau interne, donc pas à l'extérieur. On ne va pas voir un PC de Pierre ou de Paul sur Internet. Donc voilà, une fois qu'on a rentré le nom ou un prénom, ici en général ça se marque automatiquement, on clique sur le bouton suivant. Voilà. On clique sur le bouton suivant, cet écran disparaît et on a un nouveau écran qui apparaît. Puisqu'on a créé un utilisateur, une session, il faudrait bien qu'on paramètre l'accès à cette session. Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire, soit cette session, elle est ouverte, n'importe qui peut venir allumer l'ordinateur et aller sur cette session, soit il y a un mot de passe. Il faut rentrer un mot de passe pour accéder à cette session et cet ordinateur. Voilà. Ça dépend, moi je vous conseille de mettre un mot de passe, même dans la famille, si vous avez un ordinateur familial, mettez un mot de passe, ça évite que quelqu'un de l'extérieur puisse manipuler votre ordinateur, pas à distance, hein, de chez vous. Hein. On parle là pour l'instant dans la maison ou dans son lieu de travail. Donc, après, par la suite, vous pouvez créer d'autres utilisateurs et d'autres sessions pour d'autres personnes. Donc, les mots de passe, le mot de passe. Alors, le mot de passe, c'est très très important. Si vous perdez ce mot de passe-là, vous ne pouvez plus entrer dans votre ordinateur. Donc, il est primordial pour vous de savoir par cœur ce mot de passe. D'accord ? Donc, écrivez-le en minuscule, en majuscule, ce que vous voulez, mais si vous l'écrivez en minuscule, gardez ça en minuscule. Si vous l'écrivez en majuscule, il faut après le retaper en majuscule. Donc, c'est quelque chose c'est une protection, mais par contre, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Aujourd'hui, je vais mettre un mot de passe, et demain, je vais l'oublier. Et je ne pourrai plus accéder à mon ordinateur. C'est pour ça que ici, vous devez rentrer votre mot de passe la première fois. Vous devez à nouveau le saisir au cas où vous vous êtes trompé, vous avez fait une faute de frappe la première fois. Et bien la deuxième fois, vous refaites la même chose. Voilà. S'il y a une différence entre ces deux mots de passe, il va vous dire qu'ils sont différents. Corrigez. S'ils sont pareils, il va en déduire, Windows va en déduire que c'est votre mot de passe, que vous savez l'écrire, qu'il n'y a pas de souci et que vous le retenez. D'accord ? Donc, mettez quelque chose qui vous correspond, le nom de votre chien, je ne sais pas, le nom de jeune fille de votre mère. Il y a plein d'idées. Voilà, chacun il a un petit mot fétiche. Mettez votre mot fétiche que vous connaissez vous-même, ou si c'est pour un usage dans une famille ou restreint, il y a 2-3 personnes qui sont autorisées à aller sur cet ordinateur, vous pouvez mettre un mot de passe en commun. Mais si vous souhaitez avoir une session personnelle, rien que vous, et seulement vous, qui pouvez accéder à cette session, alors là, il faut mettre un mot de passe que seul vous arriverez à reproduire après. D'accord ? Et on a une sorte de protection, au cas où on oublie notre mot de passe, on a un indice ou une phrase indice qui peut nous permettre de retrouver notre mot de passe. Alors cette phrase indice, c'est à vous de l'écrire. Admettons, je donne un exemple. Allez, je vais dire mon mot de passe, ça s'appelle voiture. Voilà. Là, dans taper une indication pour le mot de passe, je dois taper une phrase qui me fait penser au mot voiture. D'accord ? Donc, on peut dire 4 roues, on peut dire clignotant, ou on peut dire rétroviseur, par exemple. Comme ça, hop, je pense à voiture. Mais bon, il faut que ce soit vraiment personnel, parce qu'après, si quelqu'un d'autre vient et tape et voit 4 roues, il dit, c'est quoi 4 roues ? C'est une voiture, c'est un camion, il va pouvoir craquer votre code. Donc, tapez un indice ou une indication qui soit personnelle, que seulement vous, que vous connaissez très bien, et que, après, dans votre tête, l'association entre le mot de passe et cette phrase se fait automatiquement. Bon, j'ai insisté un peu sur le mot de passe parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui créent des mots de passe et après ils les oublient. Et 30 jours après, ils n'ouvrent pas l'ordinateur ou ils partent en vacances, ils reviennent. Ah, je ne me rappelle plus de mon mot de passe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas. La phrase, c'est quoi ? Ah, je ne me rappelle pas. Donc faites attention. Ça, c'est très important. Une fois qu'on a renseigné le mot de passe, on l'a confirmé et on a donné une phrase d'indication, on appuie sur suivant et on continue notre configuration.
de Windows. Et là, on va arriver dans l'étape où il faut taper la clé du produit Windows. Alors, c'est quoi la clé du produit Windows? Donc, la clé du produit Windows, c'est une sorte de clé, c'est une suite de chiffres et de lettres. Chaque ordinateur qui a Windows doit avoir sa propre clé. C'est pour éviter d'avoir une version piratée de Windows ou d'avoir la même version installée sur 60 ordinateurs. Donc on la trouve où cette clé? Soit on la trouve dans les papiers de l'ordinateur, soit on la trouve sur le boîtier, collée sur le boîtier de l'ordinateur. Donc je vous donne des exemples ici. On voit le premier, par exemple ici, elle est collée sur un CD ou un DVD de Windows. Et ici, vous voyez les X, à la place des X, ce sera des chiffres et des lettres qu'il faudra saisir à cet emplacement-là. Ici, nous voyons un exemple pour un autocollant. Bon, la version, c'est Windows XP Professionnel, c'est une vieille version, mais c'est la même chose. Et vous avez ici la clé produit, et vous avez une suite de chiffres et de lettres. Voilà. Donc, ces chiffres et ces lettres, c'est ce qu'il faut taper à cet endroit-là, si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Parce que des fois, c'est déjà saisi, il faut juste valider. Et on coche activer automatiquement Windows quand je serai en ligne. C'est-à-dire, à la première connexion sur Internet, votre ordinateur Windows va communiquer cette clé, va dire, voilà, Windows que j'ai, c'est un Windows certifié, il n'est pas piraté, voilà, donc il n'y a pas de souci. Par contre, si vous n'activez pas votre logiciel Windows, au bout de 30 jours, il va vous relancer, vous aurez des messages qui vont s'afficher petit à petit, et au bout de 30 jours, ça verrouille votre ordinateur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas utiliser normalement votre ordinateur. C'est une version verrouillée de Windows. Voilà. Donc ça, on passe à l'étape suivante. Une fois qu'on a saisi le code, s'il n'est pas déjà saisi, on passe à l'étape suivante. On peut revenir sur cette étape après. Hein. Toutes ces étapes-là, on peut les reconfigurer après. Mais là, c'est le premier démarrage, on en a besoin. Après, il y a une autre fenêtre qui s'affiche de configuration. C'est pour protéger notre ordinateur et installer les mises à jour. Alors, il faut savoir que dans Windows, souvent, on arrive, il y a des gens qui sont super calés, arrivent à trouver des failles de sécurité, arrivent à trouver des petites portes pour rentrer dans Windows, pour faire des choses qui ne sont pas très correctes. Donc, quand on décèle une vulnérabilité de Windows, les programmeurs, l'équipe de Microsoft qui travaille pour ce Windows-là, c'est pareil pour les autres systèmes d'exploitation, hein, eh ben, corrige cette faille ou cette erreur et produit une mise à jour. Donc, et nous, pour qu'on puisse bénéficier de cette correction ou cette amélioration, il faudrait télécharger cette mise à jour et l'installer. Ça se fait automatiquement. Hein. Avant, il fallait le faire manuellement. Maintenant, ça se fait automatiquement. Et pour faire ces choses-là automatiquement, c'est-à-dire installer les mises à jour, activer des pare-feux, des choses comme ça, on coche la première option. On peut cocher la deuxième et la troisième, j'y viens, mais pour les gens qui ne sont pas très calés en informatique ou qui ne maîtrisent pas très bien Windows, vous cochez ça, les choses se font de manière quasi transparente. C'est-à-dire, quand il y a une nouvelle mise à jour qui sort, hop, Microsoft la met en ligne, automatiquement votre Windows la télécharge et l'installe sur votre machine. Voilà. Pour vous, c'est transparent, vous continuez à travailler, à faire votre vie tranquillement, il n'y a pas de souci pour vous. Voilà. On a une deuxième option, celle-ci, c'est installer uniquement les mises à jour importantes. C'est-à-dire, au lieu d'installer toutes les mises à jour, tous les perfectionnements, on installe que les mises à jour critiques, là où ça touche des problèmes de sécurité ou de vulnérabilité. D'accord ? Il y aura moins de choses qui se téléchargeront, mais
on bénéficiera toujours d'une protection minimale. Et la dernière option, maintenir le blocage et me redemander ultérieurement. Ça, c'est-à-dire vous ne faites aucune transaction entre Windows et Microsoft, je gère tout moi-même, je fais tout moi-même, c'est moi qui autorise, c'est moi qui arrête. Quand on est un utilisateur expérimenté, on peut choisir cette option, on sait où on va, on sait où on pose les pieds. Pour maintenant le commun des mortels, ceux qui utilisent l'ordinateur, on va dire, à usage normal et qui ne connaissent pas vraiment en profondeur le système Windows, vous cochez la première option. Voilà, en cochant la première option, on passe automatiquement, ou même deuxième ou troisième, on passe automatiquement à l'écran suivant. Et l'écran suivant nous permet de configurer l'heure, le fuseau horaire en premier, pardon. Donc notre fuseau horaire, on est en France, donc on choisit le Paris-Madrid, plus 1 heure sur Greenwich. On peut cocher cette case si on veut que l'heure d'été, notre ordinateur se règle automatiquement sur l'heure d'été. Ici, on choisit la date, donc on peut aller avant, arrière et choisir le jour. Voilà. Et ici, on règle l'heure. En général, si l'ordinateur est récent, vous allez trouver que ces paramètres sont réglés, donc il n'y a pas besoin de les régler. Voilà. Mais s'il y a besoin, vous modifiez et on passe à l'étape suivante. On fait suivant. Et cette fenêtre sort une fois que la connexion avec Internet est établie. C'est-à-dire, quand je me connecte pour la première fois à un réseau, que ce soit ma box ou n'importe, la première fois, j'ai 3 choix pour sécuriser mon ordinateur. Puisque mon ordinateur sort, est accessible depuis un réseau, il faut le protéger. Si je suis chez moi, la protection, elle n'est pas très... comment dire? C'est une protection standard, normale. Elle n'est pas très poussée. Si je suis dans un réseau professionnel, c'est-à-dire je me connecte dans mon travail ou je me connecte dans un lieu de travail, le réseau sur place, il est plus exposé. Et mon appareil aussi. Donc, je dois le protéger un petit peu plus. Et si je me connecte sur un réseau public, admettons, je vais au McDonald's, on sait qu'il y a le Wi-Fi là-bas, gratuit, je branche mon Wi-Fi là-bas. Voilà. Là, c'est encore plus exposé parce qu'il peut y avoir d'autres personnes. Et comme vous êtes en réseau sur la même borne, eh ben, ils peuvent s'introduire dans votre ordinateur. Donc, les paramètres changent. Donc, vous choisissez, soit vous vous connectez, si vous êtes chez vous, dans votre maison, vous connectez à un réseau domestique. Si vous êtes sur un lieu professionnel, vous vous connectez ici. Et si vous êtes sur un lieu public, vous vous connectez ici. Une fois qu'on a tout fait, on valide et on a le premier démarrage, on a notre bureau de Windows 7 qui s'affiche. Donc au premier démarrage, on constate ici, on a la corbeille, là on va supprimer nos fichiers, on a le bouton rang, là c'est le bouton démarrer de Windows, là on a Internet Explorer, là mes documents, ici on a la langue, ici on a d'autres options, et là on a la date et l'heure. Donc on est arrivé, là on peut utiliser Windows normalement. Ce sera la prochaine étape, dans la prochaine leçon on verra comment on utilise Windows. Donc on a vu qu'il y a différentes étapes. Ici, on est passé par 6 étapes pour arriver au démarrage. Il peut y en avoir un petit peu plus, un petit peu moins. Ça dépend de la configuration de votre ordinateur. Ça dépend comment il a été installé. Il y a d'autres choses qui rentrent en paramètres. Si c'est une autre version de Windows, ça peut changer légèrement. Mais grosso modo, c'est ça. Donc, premièrement, on rentre un nom d'utilisateur, un nom d'ordinateur. On met un mot de passe pour notre session. On met la clé de produit, on choisit les paramètres de mise à jour, on règle la date et l'heure, on se connecte sur un réseau et on choisit sur quel réseau on s'est connecté, et hop, on démarre notre ordinateur. Donc voilà, nous avons vu là, dans cette leçon numéro 5, on a fait un bref rappel, on a vu les branchements, comment il faut brancher notre ordinateur, sur quelle fiche, qu'est-ce qu'il faut faire. On a vu le démarrage,
comment on démarre l'ordinateur et le paramétrage de Windows. J'espère que cette leçon vous a plu et vous a rapporté quelques nouvelles informations concernant les ordinateurs et Windows en particulier. Et puis la prochaine fois, nous allons nous attaquer, nous allons manipuler Windows. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire en premier quand on a lancé son ordinateur. Et d'ici là, j'espère que vous allez encore progresser et que vous serez des pros de la souris. Merci.